Amandine Ruas. Je suis coach, thérapeute et entrepreneur. Je vous accompagne pour vivre une vie plus alignée, dans laquelle vous osez être qui vous êtes vraiment et dans laquelle vous avancez en toute confiance vers vos rêves. Avant d'être coach, j'étais responsable RH en entreprise. Puis j'ai fondé Be Your Best Self, mon entreprise de coaching, en 2017. Dans mes coachings, je vous accompagne à votre épanouissement intérieur, l'accueil et la gestion de vos émotions, votre confiance en vous. Mais de par mon parcours d'ancienne RH, je vous accompagne aussi dans votre épanouissement professionnel, votre équilibre pro-perso, le fait de vous mettre des limites au travail, de mieux communiquer avec vos collègues, votre manager, de vous organiser ou encore de dépasser le syndrome de l'imposteur au travail. J'accompagne et j'ai aussi accompagné de nombreuses reconversions. Je suis formée au coaching, à la programmation neurolinguistique, aux neurosciences de l'accompagnement et à la communication non violente. Mon cabinet est à Paris, mais je vous accompagne aussi en ligne si vous vivez ailleurs ou si vous ne pouvez pas vous déplacer. Dans ce podcast, et aussi dans les articles de mon site, je vous partage mes outils, mes clés et mon expérience d'accompagnante pour vous aider à mieux vous connaître, à vous faire confiance et à vous aimer. Et surtout, à vous mettre en mouvement dans vos projets pour créer et vivre la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet d'introspection et de connaissance de soi qui revient beaucoup dans les ouvrages et les articles de développement personnel et qui a été démocratisé par le fameux livre de Lise Bourbeau qui s'appelle « Les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même ». Donc le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la notion des 5 blessures de l'âme. Donc je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est ces blessures, comment est-ce qu'on peut les présenter, chacune d'entre elles, et puis surtout, je vais essayer de sortir de l'approche descriptive pour vous en parler d'une façon un petit peu plus pratique pour le coaching. Et notamment, je voudrais vous mettre en garde sur l'idée que ces blessures ne doivent pas vous mettre dans des cases, qu'elles sont une grille de lecture, un outil de compréhension de soi, un outil de compréhension aussi de ses réactions vis-à-vis des autres, mais elles ne doivent absolument pas vous étiqueter ni vous enfermer dans une case qui vous fige et vous empêche d'avancer avec l'impression que vous avez cette blessure et que du coup, vous êtes coincé avec elle. Je tiens à préciser à ce stade que si le thème des 5 blessures a été démocratisé donc en 2000 par Lise Bourbeau, il existait depuis bien longtemps en psychologie auparavant, avec cette idée qu'on a dans l'enfance des blessures qui sont liées à nos interactions avec les adultes qui nous entourent ou avec d'autres enfants d'ailleurs, et qui laissent des traces ensuite dans notre développement à l'âge adulte. Ces 5 blessures, pour commencer à les citer rapidement, ce sont la blessure de rejet, d'abandon, de trahison, d'humiliation et d'injustice. C'est des mots qui souvent font très peur, et quand on entend abandon, on pense à un enfant peut-être qui a été abandonné par ses parents et laissé complètement livré à lui-même. Quand on pense à humiliation, on peut penser à des humiliations physiques. Donc le mot fait peur, et bien sûr parfois il renvoie à ce type de violence. Mais il faut savoir que, quelle que soit la qualité des parents, quel que soit l'amour qui a été donné, il y a toujours des blessures, plus ou moins marquées, chez l'enfant qui émergent dans sa construction. Parce qu'en fait, c'est pas tant le niveau de violence donné que le niveau de violence perçu et l'interprétation que l'enfant fait de cette violence qui va avoir un impact. Par exemple, un petit enfant qui s'inquiète très fort tous les jours parce que ses parents viennent chercher en retard à l'école, même de quelques minutes, et il est toujours le dernier à partir devant la porte de l'école, peut avoir l'impression d'être abandonné. Ou pour un autre enfant d'ailleurs, ce sera peut-être la blessure d'injustice qui va être perçue. Ce n'est pas juste, les autres enfants ont leurs parents qui viennent toujours les chercher à l'heure. Donc vous voyez, on est sur quelque chose de plutôt anecdotique, mais ça peut être tout à fait perçu par l'enfant comme un abandon, ou une injustice en l'occurrence. De la même façon, des moqueries répétées par un frère ou une sœur ou par des camarades peuvent être vécues comme de véritables blessures d'humiliation. Donc il faut surtout pas minimiser ce que l'enfant a pu percevoir et ne pas se dire que parce qu'un enfant a été aimé, parce qu'il a grandi dans un environnement plutôt sain, plutôt équilibré, il ne peut pas avoir de blessures. Et c'est important de le dire parce que des fois j'ai au cabinet des personnes qui me disent « Mais je comprends pas, j'ai eu une enfance heureuse, j'ai eu des parents qui étaient présents, et pourtant, il y a quelque chose qui va pas, il y a comme un manque. » Oui, mais on peut avoir des parents présents mais qui travaillent beaucoup, ou des parents présents mais qui à un moment donné font une dépression.
ou des parents présents, mais une maîtresse à tel moment de sa scolarité qui a été particulièrement blessante, voire humiliante dans ses propos, en se moquant des erreurs, par exemple, qu'on faisait. Donc c'est pas parce que l'enfance a l'air plutôt lisse qu'il n'y a pas eu de blessure. Et c'est important de se le dire parce que des fois on culpabilise d'avoir quelque chose qui nous titille, d'avoir quelque chose qui nous fait mal en se disant mais je n'ai pas le droit de ressentir cette tristesse. Je n'ai pas le droit de me sentir humiliée, je n'ai pas le droit de me sentir rejetée, alors qu'en fait, j'avais le climat parfait pour m'épanouir et grandir en toute sérénité. Donc c'est important de le dire. Et de l'autre côté, c'est aussi important de pas catastropher et de se dire c'est pas parce qu'on a eu une blessure, ou des fois plusieurs, on va en parler, qu'on peut pas se construire en tant qu'adulte. Bien au contraire, le fait d'en prendre conscience va permettre de la transcender et d'être au monde de façon beaucoup plus confiante et apaisée. Donc je voulais vraiment prendre le temps de vous dire ça à titre préliminaire pour que, premièrement, vous n'ayez pas l'impression que parce que votre enfance était ok, vous êtes lisse de toute blessure, et deuxièmement, vous n'ayez pas l'impression non plus que parce que vous avez des blessures, vous êtes coincé avec et vous êtes figé avec. Cela étant dit, j'ai envie de vous préciser maintenant que la blessure donc a toujours lieu dans l'enfance, mais ensuite, en tant qu'adulte, elle structure notre façon d'être au monde, d'être avec soi-même et d'être dans la relation, parce qu'on construit en fait un petit peu une identité autour de cette blessure. Avec l'idée, j'ai été abandonnée, donc je suis abandonnable, j'ai été trahie, donc je peux être trahie à tout moment, j'ai souffert d'injustice, donc le monde est injuste, on m'a rejeté enfant, donc c'est logique que quand je suis dans un groupe, tout le monde me rejette. Et donc en fait, on va un petit peu généraliser l'expérience vécue dans l'enfance pour en créer une identité à l'âge adulte. Et là où c'est vraiment paradoxal, c'est qu'on a vraiment un double mouvement. À la fois, je lutte contre ma blessure initiale, parce que j'ai souffert de rejet, je veux absolument être intégrée, parce que j'ai souffert d'abandon, je veux absolument être aimée, parce que j'ai souffert de trahison, je veux absolument sécuriser mes relations. Mais en même temps, de l'autre côté, on la reproduit, parce qu'on s'est identifié à elle. Parce que j'ai souffert d'abandon, j'ai l'impression d'être abandonnable, et donc dans toutes mes relations, je me mets dans une situation où finalement, je me crée dans une dépendance vis-à-vis de l'autre, et quand l'autre se recule, je me sens abandonnée. Ou encore, parce que j'ai souffert de trahison, j'ai l'impression, presque un petit peu paranoïaque parfois, que tout le monde peut me trahir. Comme j'ai cette impression, je ne me livre pas. Comme je ne me livre pas, je ne crée pas de relation de confiance. Comme je ne crée pas de relation de confiance, je reproduis ce schéma de trahison qui m'a tant marqué étant enfant. Donc c'est important que vous compreniez ce paradoxe et ce double mouvement. À la fois, je lutte contre ma blessure initiale pour éviter qu'elle se reproduise, mais en même temps, parce que je lutte si fort contre elle et parce que j'ai construit l'identité autour d'elle, je peux me retrouver à la reproduire dans ma façon d'être au monde et dans mes relations aux autres. Et ça, si vous voulez, ça fait que la blessure, finalement, elle est source de souffrance, elle prend beaucoup de place dans la vie, qu'on s'en rende compte ou pas forcément. Et ça peut pousser à se créer des formes de boucliers, des formes de protection, des formes d'armure pour se protéger du risque que la blessure se reproduise. Parce que j'ai peur d'être rejetée par le groupe, peut-être que je vais éviter le groupe. Parce que j'ai peur d'être humiliée par l'autre, autant me moquer de moi-même, ou mal m'habiller, ou ne pas prendre soin de moi. Au moins, il y aura une bonne raison pour laquelle on m'humiliera et ça me fait reprendre contrôle de la blessure d'humiliation. Donc, on met en place des boucliers pour se protéger du fait que la vie peut parfois raviver ses blessures. Et ces boucliers, c'est ce que Lise Bourbeau, dans son ouvrage, appelle les masques, des masques de protection. Et ce qui est intéressant aussi, c'est donc en accompagnement, que ce soit en thérapie avec un psychologue ou en coaching, ou avec moi en thérapie PNL aussi, c'est quelque chose que je fais, on invite évidemment l'accompagné à prendre conscience de sa blessure, mais ce qui est souvent impressionnant, c'est que même quand on travaille sur la blessure, même quand la personne veut s'en détacher, parce qu'elle le fait souffrir, eh bien il y a comme une partie inconsciente de soi qui a du mal à accepter de ne plus avoir besoin de la blessure pour exister. On s'est tellement identifié à elle qu'on peut se retrouver à dire « mais qui je suis en fait, si j'ai plus peur du groupe et du rejet? Qu'est-ce que je peux devenir? Quel champ des possibles ça ouvre? Si je suis plus quelqu'un qui est abandonnable dans la relation, ça veut dire que je peux construire des relations solides. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Et donc quelle nouvelle place prendre dans une relation à deux? Quel nouveau rôle prendre dans une relation à deux? Et ça peut être extrêmement déstabilisant parce que finalement,
on se retrouve à restructurer son identité. Mais c'est un très beau travail qu'on peut faire et quand on est bien accompagné, ça permet vraiment d'avoir des belles transformations pour finalement se libérer de ce qui nous bloque et incarner son plein potentiel. C'était une introduction un peu longue, mais ça me tenait à cœur de faire une introduction pleine de nuances pour que vous puissiez ne pas tomber dans les schémas un petit peu archétypaux qu'on a autour de ces blessures qui sont parfois très caricaturaux et qui font qu'on a un petit peu des fois des interprétations psychologiques sauvages où chacun s'invente un peu psychologue en pensant que avec cette grille de lecture, c'est simple, on peut se comprendre, on peut comprendre les autres. Donc c'est un peu plus complexe que ça comme vous le voyez. Donc brièvement, je vais vous présenter ces 5 blessures juste pour que vous puissiez les identifier un peu mieux. Encore une fois, c'est pas ici dans un podcast de quelques minutes que je vais vous donner le détail de ces blessures et leur compréhension complète, mais ça va vous permettre de mieux les identifier et puis de creuser le sujet s'il vous intéresse. Donc la blessure du rejet, elle vient du sentiment dans l'enfance qu'on n'a pas le droit d'exister. Ça peut être un enfant, par exemple, qui avait un frère ou une sœur qui prenait toute la place. Et donc lui, il avait l'impression qu'il avait plus de place pour lui, qu'il n'avait pas le droit d'exister, qu'il n'avait pas le droit d'avoir de personnalité. Ou encore, ça peut être un enfant qui n'a pas été désiré par ses parents et qui, à la naissance, le sent. Et puis, on dit aussi que la vie intra-utérine laisse des traces et qu'il l'a senti aussi peut-être pendant la grossesse. Donc, la blessure de rejet, elle naît vraiment de ce sentiment de ne pas avoir le droit d'exister. Et ça donne des personnalités qui sont plutôt en retrait, qui vont toujours demander la permission d'exister, qui sont assez timides, qui s'affirment pas, qui parfois ont peur du groupe, qui peuvent aussi toujours être dans la peur de gêner, la peur de déranger. Ça se voit beaucoup au travail, mais ça peut aussi se voir dans le couple ou la vie amicale, où la personne est souvent en dessous de ses capacités par peur de prendre sa place. C'est aussi des personnes qui peuvent être perfectionnistes, voire perfectionnistes à l'extrême, pour être sûr d'être accepté en faisant toujours au mieux. Et c'est aussi des personnes qui souvent ont du mal à s'incarner dans leur corps, parce que le corps, c'est pour elles un moyen de prendre sa place. En fait, avec le corps, on peut prendre de la place. Et souvent, cette blessure du rejet fait que le corps n'est plus un moyen de prendre la place, et donc les personnes sont davantage dans leur sphère intellectuelle, dans le mental. Et d'ailleurs, Lise Bourbeau parle du fait que très souvent, le corps associé à cette blessure du rejet, c'est un corps très fin, voire maigre, parce que la personne, justement, n'incarne pas toute sa place dans son corps. Mais j'en parlerai un petit peu plus loin. Moi, j'ai pas forcément envie qu'on aille dans une analyse psychomorphologique des blessures et des corps qui sont associés, parce qu'en fait, de ma pratique avec les patients ou les clients, je me rends compte qu'aujourd'hui, ça veut plus forcément dire grand-chose, ne serait-ce que parce que les canons de beauté ont aussi beaucoup fait que les corps sont sous contrôle, d'une façon qui n'est pas forcément naturelle, et puis parce que comme très souvent on a plusieurs blessures, c'est pas forcément pertinent d'avoir cette grille de lecture là, et puis j'ai pas forcément envie de croire non plus dans ce psychomorphodéterminisme. Mais voilà, sachez que ça existe, qu'il y a des auteurs sur ce sujet-là qui parlent de la forme du corps en lien avec les blessures. Je referme la parenthèse et je reviens à mon sujet en parlant de la deuxième blessure qui est cette fois la blessure d'abandon. Donc, elle naît dans l'enfance quand l'enfant n'a pas eu tout l'accompagnement affectif, tout l'amour, toute la nourriture affective dont il ressentait le besoin. Donc, des parents qui n'apportent pas assez d'affect ou qui n'ont pas donné assez de reconnaissance. Ça peut être aussi une absence des parents. Et ce qui est intéressant, c'est que l'absence, elle peut être réelle ou perçue. On l'a dit, c'est la perception de l'enfant qui compte. Donc des fois, c'est vraiment des parents qui sont toujours en voyage, ou qui sont toujours absents, ou qui travaillent très tard. Mais ça peut être aussi une absence affective perçue. Les parents sont là, mais ils sont pas du tout connectés à leurs propres émotions, ou ils montrent très peu d'affection, ou ils sont pas très aimants, par exemple. Au niveau du caractère, ça donne des personnes qui ont un côté très fusionnel, avec un besoin de présence, un besoin de l'autre, un besoin de soutien, la difficulté à faire les choses seules ou à décider seules, une demande permanente de conseils, des personnes aussi qui sont assez émotives, avec comme une tristesse de fond parfois, ou en tout cas les émotions qui font le yo-yo. Et c'est des personnes qui très souvent ont peur de la solitude, une très grande peur de la solitude justement qui est liée à cette blessure d'abandon. La troisième blessure, c'est la blessure d'humiliation. Elle est venue très souvent de moqueries dans l'enfance, ça peut être de camarades, ça peut être de membres de la fratrie, ça peut être même des parents qui peuvent être très humiliants dans leurs mots,
On le retrouve notamment, par exemple, chez des enfants qui ont entendu des remarques de la part de leurs parents sur leur poids. Ça peut être aussi des moqueries sur son intelligence ou sur ses performances scolaires. Donc on a des parents qui sont violents verbalement et qui sont dans la moquerie ou la taquinerie même parfois permanente et qui se rendent pas compte de l'impact que ça peut avoir sur l'enfant. Donc ça crée quoi? Ça crée un sentiment de honte et une impression d'être indigne qui s'installe chez l'enfant. Et je tiens aussi à ce stade à préciser que l'humiliation, ça concerne aussi beaucoup tout ce qui est autour du corps. Et donc, des personnes qui ont été, bien sûr, abusées physiquement peuvent développer cette blessure autour de la blessure d'humiliation. Dans le caractère, du coup, c'est des personnes qui fréquentent très régulièrement l'émotion de honte, des personnes qui ont très souvent honte d'elles, ou honte des autres d'ailleurs, ou des fois elles ont tout simplement peur de faire honte. Elles n'ont pas honte, mais elles se disent « je vais pas faire ça parce que ça va être la honte », ou « je vais avoir honte », ou « je vais faire honte aux autres ». C'est une personne du coup qui écoute pas trop ses besoins parce que notamment elle a honte de ses besoins et notamment ses besoins physiques, elle prend pas beaucoup soin d'elle. Elles peuvent avoir parfois, pas toujours, mais souvent un côté un petit peu contrôlant, rigide pour éviter justement les attaques du monde, pour éviter la honte. Et puis souvent il y a une honte aussi de soi ou de ses désirs ou de ses envies ou de ses désirs sexuels, ça peut arriver. Et on va en parler un petit peu plus tard, mais donc du coup ces blessures, soit on les rejoue pour soi, soit on les rejoue pour les autres, et donc du coup la personne qui a souffert de blessures d'humiliation, très souvent dans le cercle social, elle va se retrouver dans des situations où on rit d'elle, où on se moque d'elle, parce qu'elle a inscrit ça comme une identité, ou à l'inverse, elle va reproduire ça sur les autres, et donc va facilement humilier l'autre dans le cadre d'un groupe, que ce soit social, un groupe communautaire, etc. La quatrième blessure maintenant, c'est la blessure de trahison. Elle vient notamment de promesses non tenues pendant l'enfance, des parents qui donnent parole et qui ne les tiennent jamais, ou alors de parents qui partagent un secret que l'enfant avait demandé qu'il soit gardé. Ça peut être aussi un enfant qui souffre de trahison à l'école, avec des groupes qui se lient contre eux ou qui sont méchants contre eux, des amitiés très fortes qui disparaissent du jour au lendemain. Ça peut être aussi dans les membres de la fratrie, dans les groupes où il y a 3-4 enfants. Ça peut être un enfant qui avait une relation très forte avec un des membres de la fratrie, et finalement, cette relation se retourne contre lui. Donc, il y a vraiment cette notion de promesse non tenue, de méfiance dans la relation, de secret partagé, de relations auxquelles on peut plus faire confiance. Et donc, du coup, ça va faire à la fois des personnes soit qui ont énormément d'attentes vis-à-vis de l'autre et de la parole de l'autre, parce que justement, elles veulent éviter à tout prix que cette trahison soit reproduite. Donc dans ces cas-là, elles se confient difficilement, elles ne montrent pas leur vulnérabilité, elles peuvent être très sceptiques. Et puis, de l'autre côté, au contraire, ça peut être aussi des personnes, comme on l'a dit, qui vont reproduire cette blessure avec les autres, et donc du coup, qui peuvent être un peu manipulatrices, ne pas tenir leurs promesses, ne pas tenir leurs engagements, mentir facilement. Cette fois-ci, du coup, pour se protéger d'être trahi, en trahissant plutôt soi-même. Donc soit plutôt une personne très contrôlante, très procédurière, qui met la parole au-dessus de tout, qui montre très peu ses émotions, soit une personne plutôt manipulatrice qui va, elle, être dans la trahison. Et puis enfin, la dernière blessure, la blessure d'injustice. Donc ça vient d'un jugement dans l'enfance qui est ressenti comme injuste, ou d'une reconnaissance qui n'a pas été reçue. Par exemple, un enfant qui va être puni injustement, ou qui travaille bien à l'école et qui n'est pas reconnu à sa juste valeur, ou qui voit ses frères et sœurs ou ses camarades se faire attribuer les mérites pour ce que lui a fait. Et donc, en tant qu'adulte, c'est quelqu'un qui va éviter le plus possible d'être face au jugement de l'autre pour éviter d'être déclaré coupable. Ou alors, à contrario, vous l'avez bien compris avec cet effet miroir, qui va lui-même être toujours en train de juger l'autre. Donc son caractère, c'est un grand perfectionniste qui a envie que tout soit parfait pour ne pas pouvoir être jugé coupable, et du coup qui se justifie aussi beaucoup par peur d'être coupable ou perçu comme tel. C'est quelqu'un qui a du mal à demander de l'aide, qui a beaucoup de mal à se faire plaisir, à accepter le plaisir, avec aussi cette idée que le plaisir est coupable. Souvent, c'est des personnalités qui montrent rien de l'extérieur, mais qui à l'intérieur sont très en colère, et des fois qui ne le savent même pas, et cette colère peut sortir d'un coup. Voilà pour les 5 blessures qu'on retrouve un petit peu chez tout le monde. Tout le monde traverse ça à différents moments de sa vie, mais on se développe toujours autour d'une ou 2, 3 éventuellement, blessures principales en fonction des événements qui ont été perçus avec le plus d'émotion pendant l'enfance.
Donc, comment est-ce que ça peut s'utiliser en coaching? Comment est-ce que ça peut s'utiliser en auto-coaching aussi si on travaille sur soi? La première chose, c'est déjà peut-être de repasser sa vie un petit peu en rétrospective et de se demander quels ont été les événements marquants émotionnellement très forts pendant l'enfance qui ont peut-être laissé des traces. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, les événements dont on se souvient le plus pendant l'enfance, c'est les événements très malheureux ou très durs et les événements très heureux. Donc c'est vraiment ceux qui sont associés à des ressentis émotionnels très forts. Donc s'il y en a qui vous reviennent en tête, qui ont été douloureux, peut-être qu'ils ont été associés à une blessure. L'idée, c'est pas de replonger dans le noir et de voir toute l'ombre qu'il y a pu avoir, parce qu'il y a eu ombre et lumière, et l'idée, c'est pas forcément de se focaliser sur l'ombre, mais c'est plutôt de se dire, ok, qu'est-ce qui dans mon enfance a pu laisser une empreinte qui aujourd'hui m'impacte et me guide parfois à mon tort dans mes relations. Une fois qu'on a fait ça, qu'on a identifié son profil, ça peut permettre de comprendre parfois ses réactions émotionnelles face aux situations ou face aux autres. Et des réactions émotionnelles qui peuvent parfois être un peu violentes. Quand on a souffert de blessures de trahison, on va être parfois beaucoup dans la méfiance. Quand on a souffert d'injustice, on peut être beaucoup dans le jugement. Quand on a souffert d'abandon, soit on va pas vouloir s'attacher pour éviter d'être abandonné, soit on va vouloir absolument des liens fusionnels pour pouvoir sécuriser la relation. Donc encore une fois, ça peut être soit d'un côté du miroir, soit de l'autre. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire « Ah mais oui, ça me donne peut-être une compréhension. Je comprends mieux pourquoi au travail, je me sens complètement paranoïaque et j'ai l'impression que tout le monde parle de moi tout le temps. Alors qu'en fait, je fais du bon boulot et que finalement, on m'apprécie plutôt bien. Ah oui, je comprends mieux pourquoi dans le groupe, je suis toujours en retrait, j'ai toujours peur de déranger. » Vous voyez, donc c'est plus essayer de comprendre des situations relationnelles, des situations de la vie de tous les jours au regard de ce prisme. Et puis ensuite, c'est de se demander, et ça c'est vraiment ce qu'on fait en coaching, qu'est-ce que je peux mettre en place dans mon quotidien pour faire évoluer ces comportements qui me desservent? Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi qui ai une blessure de rejet, pour me sentir acceptée? Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi qui ai une blessure d'abandon, pour me sentir aimée? Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi qui ai une blessure de trahison, pour me sentir en confiance? Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi qui ai une blessure d'humiliation, pour m'estimer et voir ma valeur? Qu'est-ce que je peux mettre en place, moi qui ai une blessure d'injustice, pour avoir le sentiment d'être reconnue? Donc, le travail à faire, c'est de se dire, ok, maintenant que j'ai identifié cette blessure, j'identifie les relations sociales dans lesquelles elle a un impact et elle me dessert, et j'essaie de faire évoluer en identifiant le besoin derrière la blessure et en réfléchissant à une stratégie qui vous convient pour combler ces manques. Et puis, la dernière chose que j'avais envie de vous inviter à faire là dans cet épisode et qu'on fait aussi en séance de façon bien sûr beaucoup plus approfondie, c'est de vous demander comment vous traitez vous-même. Parce qu'en fait, ce qui est aussi très utile quand on connaît ses blessures, c'est qu'on peut se rendre compte que très souvent, on s'inflige à soi-même au quotidien sa propre blessure. Est-ce que vous, au quotidien, vous vous rejetez? Est-ce que vous, au quotidien, vous vous humiliez? Est-ce que vous, au quotidien, vous vous abandonnez? Je vais vous prendre un exemple pour rendre ça plus concret. J'ai une cliente qui a tellement peur du rejet qu'elle fait pas d'activité alors qu'elle aimerait faire de la danse, elle aimerait faire du théâtre. Il y a plein de choses qu'elle a envie de mettre en place, mais ça nécessite d'être dans un groupe et de prendre sa place dans le groupe, et elle a tellement peur de ça qu'elle n'y va pas. Et en faisant ça, finalement, elle se rejette elle-même. Elle rejette les parties d'elle-même qui ont envie. Elle rejette les besoins profonds qu'elle a d'être nourrie par l'art, par la créativité. Je vais vous prendre un autre exemple. La personne qui est pas très à l'aise avec son physique et qui s'auto-dénigre face aux autres en se disant de toute façon moi j'ai encore grossi, ou de toute façon moi c'est pas avec ce physique-là que je vais séduire, ou ce genre de petites phrases qu'on entend parfois de la bouche de personnes qui ont souffert de blessures d'humiliation. Et en disant ça, elles se rendent pas compte qu'elles s'humilient elles-mêmes. Donc finalement, est-ce qu'au quotidien, vous reproduisez avec vous-même votre blessure? Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Et bien sûr, l'idée, c'est pas simplement de se dire oui, je la reproduis, c'est ensuite qu'est-ce que je fais derrière pour mieux m'accepter, pour mieux m'aimer, pour mieux avoir confiance en moi, pour mieux me faire confiance à moi-même, pour mieux être juste avec moi-même et pour mieux m'estimer. Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Il était long, mais en même temps, encore une fois, je voulais y mettre de la nuance. C'est un sujet qui est tellement à la fois riche et délicat que c'était important pour moi de prendre le temps. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur mon compte Instagram ou en commentaire de ce podcast ou encore par mail.
Vous pouvez aussi suivre mes conseils hebdo sur Insta, sur LinkedIn et découvrir le parcours confiance en soi d'introspection que j'ai conçu pour vous 100% en ligne, que vous pouvez suivre en toute autonomie avec des exercices d'application, des vidéos et des ressources. Et pour une séance individuelle sur mesure, vous pouvez prendre votre rendez-vous directement dans mon agenda sur mon site www.beyourbasself.fr. À très bientôt.